Le cas pratique ou la consultation est un exercice qui n'a que l'apparence de la facilité. Il paraît presque ludique, mais il suppose, pour être réussi, l'application d'une méthode très stricte. Les objectifs de cet exercice sont les suivants. Vous devez prouver que vous êtes capable d'identifier dans une situation factuelle les éléments pertinents et donc de laisser de côté ceux qui n'ont pas d'importance pour la résolution du cas. Que vous maîtrisez le syllogisme juridique pour conduire vos raisonnements, que vous êtes capable, en responsabilité civile, de choisir le régime adéquat et non pas de vous laisser égarer dans d'autres régimes inutiles. Et enfin, d'émettre un jugement de responsabilité. Plusieurs types de cas pratiques sont envisageables. Certains sont dits ouverts, d'autres fermés. Un cas pratique ouvert vous laisse le soin d'identifier les questions qui se posent, alors qu'un cas pratique fermé vous demande de répondre à des questions précises. Le cas pratique peut également être neutre ou orienté. Lorsqu'il est neutre, vous n'avez pas la charge de défendre un intérêt particulier. Lorsqu'il est orienté, vous devez, sans toutefois écrire des choses fausses du point de vue du droit, favoriser l'une des parties par rapport à l'autre. La première étape est de lire les faits avec une grande attention. Lorsque vous êtes en situation d'étudiant, il est certain que dans les faits, des détails sont glissés par votre évaluateur qui sont destinés à vous permettre d'utiliser, rechercher des règles de droit particulières. Lorsque vous serez en pratique professionnelle, la même attention doit être portée, puisque ce sont sur des faits particuliers que l'essentiel des débats vont se focaliser. Ici, il s'agit d'un jeune homme qui est gardé chez ses grands-parents, qui doit surveiller une friteuse sur le feu qui va prendre feu. En lisant attentivement ce cas pratique, qui est semi-fermé, mais qui n'est pas orienté, en lisant attentivement ce cas pratique, on voit qu'il y a des détails qui doivent attirer l'attention. Le jeune homme a 13 ans. On devra se poser la question de la responsabilité de ses parents. Sa grand-mère est retardée parce qu'elle fait un malaise. Certainement, on veut nous dire ici qu'elle n'a pas commis de faute. On évoque une maison de voisins endommagés, outre des dommages corporels. On devra donc se baser sur deux types de dommages différents. Une expertise démontre que si Lucien avait agi autrement, le dommage ne serait pas survenu, ce qui doit amener à se poser la question de sa faute, peut-être pour engager sa responsabilité, peut-être aussi pour diminuer l'indemnisation qu'il devra recevoir. Enfin, on nous parle de la situation familiale de Lucien, avec des parents séparés. Sans doute veut-on nous dire ici qu'il faudra raisonner sur la notion de cohabitation. Le syllogisme est la brique du raisonnement dans le cas pratique, la brique du raisonnement juridique. Il importe donc de le maîtriser tout en se souvenant dès maintenant qu'il ne s'agit que d'une brique et pas du raisonnement en lui-même. Il était très désagréable de lire des cas pratiques dans lesquels les faits sont résumés, dans lesquels des règles de droit sont amassées, puis des propositions mineures, c'est-à-dire des faits, et enfin des conclusions. Le syllogisme n'est pas le plan de votre devoir. On n'arrive pas à suivre le raisonnement si vous faites ainsi. Le syllogisme, encore une fois, n'est qu'une brique. Le syllogisme invite à poser comme proposition majeure une règle de droit, qui peut être un texte de loi, qui peut être une position constamment répétée par la jurisprudence. Confronter à cette proposition majeure une proposition mineure, c'est-à-dire les faits de l'espèce, pour en tirer une conclusion qui est la réponse soit à la question qui nous était posée, soit à une réponse intermédiaire qui servira à avancer dans le raisonnement. Si par exemple on pose comme règle générale que les codes d'Alloz sont rouges, que dans les faits j'ai un code d'Alloz, alors je peux en déduire que mon code est rouge. Je ne peux le faire que parce que les faits, ici la proposition mineure, correspondent exactement à la proposition majeure.
Si en revanche, j'écris toujours que les codes d'Alloz sont rouges, ce qui reste vrai, mais que j'ai un livre rouge, cette proposition ne me permet pas de déduire que j'ai un code d'Alloz. Tout au plus, on pourrait dire qu'il n'est pas exclu que j'ai un code d'Alloz. Je ne peux en réalité pas déduire grand-chose parce que la proposition mineure ne correspond pas exactement à la proposition majeure. Réaliser un syllogisme en droit, ce n'est pas seulement enchaîner des propositions majeures, mineures et des conclusions. C'est prendre le temps d'expliquer dans chaque raisonnement pourquoi les faits correspondent à la règle de droit, pourquoi la proposition mineure est incluse d'une certaine manière dans la règle de droit. Le syllogisme, quand on le met en œuvre en responsabilité civile, peut s'exprimer ainsi. L'article 1242 alinéa 4 limite la responsabilité parentale au père et à la mère de l'enfant. Ici, la grand-mère de Lucien n'est évidemment ni la mère ni le père de Lucien, donc la responsabilité de la grand-mère de Lucien ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité parentale. Parfois, on va avoir besoin de mettre en proposition majeure une norme qui n'est pas exactement une règle de droit. Vous savez qu'en responsabilité civile, pour établir une faute, il y a deux possibilités. Soit constater la contrariété à une règle de droit, et alors là, le syllogisme sera classique. Soit constater la contrariété à une norme abstraite, le comportement qu'aurait eu une personne normalement prudente et diligente placée dans la même situation. Cette norme de comportement se retrouve dans la proposition majeure du syllogisme. Ici, par exemple, il serait possible de dire qu'une personne normalement prudente et diligente ne quitte pas des yeux de l'huile sur le feu. Or, Lucien, absorbé par son téléphone, n'a prêté aucune attention à cette huile sur le feu. Donc, puisque Lucien ne s'est pas conduit comme une personne normalement prudente et diligente, Lucien a commis une faute. Ce syllogisme, encore une fois, n'est que la brique du raisonnement. Le cas pratique suppose de construire à partir de cette brique. Il faut notamment parfois emboîter des syllogismes. Raisonnons toujours sur la responsabilité parentale des parents de Lucien. Une des conditions légales est la minorité de l'enfant. Mais ici, il est pour moi un peu difficile d'affirmer que Lucien est mineur. Je dois le prouver, je n'ai que son âge. Je dois donc bâtir un autre syllogisme qui va venir s'intégrer dans le premier, un autre syllogisme qui me permet de déduire la minorité de Lucien à partir de son âge, et donc la conclusion de ce syllogisme secondaire va devenir la proposition mineure de mon syllogisme principal. Les syllogismes peuvent ainsi s'emboîter pour construire les démonstrations. Bien sûr, vous avez conscience que cet exemple est un peu didactique et que, en réalité, vous pouvez affirmer qu'un enfant de 13 ans est mineur sans construire un syllogisme pour cela. C'était pour les besoins de la démonstration. D'une manière générale, il y a dans les points que vous devez examiner ceux sur lesquels vous devez passer du temps et ceux sur lesquels vous pouvez passer plus vite. Une justification, quand on est étudiant, c'est que les points que veut attribuer le correcteur sont sur les points qui sont difficiles. Une justification dans la vraie vie, c'est que l'essentiel des débats devant le juge se positionneront sur ces points de difficulté. Finalement, résoudre un cas pratique est assez semblable à une démonstration mathématique. Souvenez-vous du collège ou du lycée, quand vous aviez ce type de questions mathématiques qui étaient posées et que vous étiez obligé d'enchaîner l'application d'un certain nombre de règles. Ici, par exemple, il faudrait se servir du théorème de Pythagore et de quelques autres règles mathématiques pour arriver à démontrer l'hypothèse qui a été émise. On ne fait pas différemment lorsque l'on résout un cas pratique. L'essentiel est de respecter la deuxième règle de la méthode cartésienne, diviser
La difficulté, la grande difficulté que l'on vous propose de résoudre, c'est-à-dire essentiellement la question de la responsabilité d'une personne, en petite difficulté. Il faut donc arriver à séparer cette grande question de la responsabilité en autant de conditions de la responsabilité civile qu'il est nécessaire. Un exemple, avec la responsabilité parentale, eh bien, l'article 1242 nous montre qu'il y a, pour engager une responsabilité parentale, un certain nombre de conditions, le lien de parenté, la minorité de l'enfant, etc. Certaines de ces conditions doivent encore être raffinées parce que la jurisprudence a donné des détails et donc il faut finalement arriver à mettre en œuvre la totalité de ces difficultés, de ces points de droit pour arriver à la solution. Comment cela va-t-il se présenter d'un point de vue formel? Une première question est souvent, faut-il résumer les faits? Que faut-il faire des faits? Alors, que l'on résume les faits au début du cas pratique est certainement de bonne pratique. Les magistrats résument aussi en quelques lignes les faits au début de leur décision. Néanmoins, il ne sert à rien de recopier tous les faits et de perdre du temps. Ce n'est pas très intéressant de faire ainsi. Il sera intéressant de qualifier ces faits. Mais attention, qualifier une faute, qualifier un véhicule terrestre à moteur, cela, c'est déjà résoudre le cas pratique, c'est déjà utiliser le raisonnement syllogistique. En revanche, ce que les étudiants oublient souvent de faire, c'est de travailler sur les faits au moment de la proposition mineure. Ici, par exemple, si l'on veut se demander si le comportement de Lucien était fautif, il faut travailler sur les faits. Il était dans quelle situation? Il faisait quoi? Et pourquoi le faisait-il? Avait-il une bonne raison? On a besoin des faits, mais surtout pour nourrir les propositions mineures. Faut-il poser une problématique? Alors, s'il s'agit de poser une problématique comme dans une dissertation, où la problématique est la sève, le fil conducteur de votre devoir, non. On n'apportera pas le même soin. Ici, la problématique que l'on veut résoudre, c'est bien souvent de savoir s'il y a une responsabilité ou pas. Si vous pensez par problématique au problème de droit d'un commentaire d'arrêt, non plus. Un problème de droit ne concerne qu'un point de droit. Or, ici, notre raisonnement va mêler le droit et le fait, ce que ne fait pas un problème de droit dans un commentaire d'arrêt. Néanmoins, il est bon de vous faire comprendre de votre lecteur et donc de lui indiquer ce que vous cherchez à démontrer. Dans cette mesure, il est bon de poser une ou plusieurs problématiques. Faut-il faire un plan lorsque l'on résout un cas pratique? Il est essentiel de comprendre que le but d'un plan ici n'est pas du tout le même que le plan d'une dissertation, d'un commentaire d'arrêt, qui doit être élégant, qui doit avoir des intitulés bien soignés. Ici, le plan sert juste à vous faire comprendre, peu importe qu'il y ait deux parties, deux sous-parties, que les parties soient équilibrées ou pas, on essaye juste de vous suivre dans votre raisonnement et donc sauter des lignes, mettre des titres, souligner, permet de suivre votre logique. Sur le cas qui vous a été soumis, et sans que ce plan soit exhaustif, on pourrait imaginer de séparer les deux dommages dont nous devons traiter, le dommage matériel causé à la maison des voisins et puis le dommage corporel subi par Lucien. Pour le premier dommage, regardez les différents cas de responsabilité, peut-être quelque chose de très général d'abord, est-ce qu'il y a effectivement un dommage et un préjudice réparable, puis rechercher la responsabilité des parents de Lucien, peut-être la responsabilité personnelle de Lucien, peut-être une responsabilité personnelle de la grand-mère, et puis pour chacune de ces responsabilités, voir dans des sous-parties quelles seraient les conditions de la responsabilité. Donc il faut arriver à traduire dans votre plan le cheminement intellectuel qui est le vôtre. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout un plan de dissertation. Il faut en revanche absolument conclure un cas pratique.
il faut donner une réponse à la question qui a été posée et souvent, il vous est demandé de vous prononcer, y compris sur des quantums. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours approprié, mais lorsque ça l'est, il faut essayer de donner des estimations de perte de chance, de contribution à la dette, de montant de dommages et intérêts. Ici, par exemple, nous avons Lucien qui a été blessé, mais dont la faute a contribué à la réalisation du dommage. En réalité, c'était même une double faute. D'abord, il n'a pas surveillé l'huile sur le feu, et ensuite, lorsque cette huile a pris feu, il a mal réagi en jetant de l'eau dessus, ce qu'une personne normalement prudente et diligente n'aurait pas fait. À la fin d'un cas pratique, il serait bon, par exemple, de dire qu'en raison de cette double faute, eh bien, on doit retenir une certaine gravité dans son comportement qui doit être de nature à le priver d'à peu près la moitié de son droit à réparation. Ayez bien conscience que ce chiffre de 50% n'est pas celui qui est recherché par votre correcteur. Votre correcteur va simplement vérifier que vous faites une adéquation entre les éléments qui permettent de chiffrer et votre chiffrage. Je vous souhaite une belle réussite.